Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième émission de Génération Scanner. Alors si vous ne savez pas ce que c'est cette émission, vous n'avez pas été là le mois précédent, on a parlé de l'impact du secteur agroalimentaire sur l'environnement. Alors pourquoi ce sujet? Parce que c'est un sujet sensible aux jeunes et c'est ce qu'on va faire ici. En fait, c'est ce qu'on fait un peu tous les jours au quotidien. Vous le voyez derrière moi, il y a des jeunes, il y a un logo, Scanner, une association qui va vraiment chercher la parole des jeunes pour la promouvoir sur différents espaces médiatiques. Aujourd'hui, on est fin mai, bientôt début juin, et ce qui va se passer début juin, c'est qu'il y a des élections. On va en parler aujourd'hui. C'est parti. Alors, pour cette émission, je ne suis évidemment pas seul, je suis accompagné de différents jeunes de l'association Scanner. Je vais commencer par Fortuné. Fortuné, comment tu vas sur ce plateau ici chez Vedia? Je vais très bien. Grave heureux et content d'être avec vous en fait pour une deuxième émission. C'est vrai que toi, c'est aussi ta deuxième émission, parce que tu étais déjà là la fois passée. Ça t'intéresse un petit peu le sujet d'aujourd'hui, les élections? Franchement, si je dois faire un choix, moi c'est mon sujet de prédilection. Donc là, je suis vraiment chaud, je suis au taquet et j'espère que les chroniqueurs qui sont ici avec moi sont aussi autant excités que moi. Ok, donc tu auras beaucoup de choses à dire. Je vais te poser une petite question qui paraît un petit peu spéciale comme ça au début, comme à chaque fois au début d'une émission qu'on va faire ici chez Vedia. Ça va être, toi, est-ce que tu as regardé dans les jours, dans les semaines qui viennent de passer, des débats à la télévision? Je vais pas te mentir, franchement, moi les élections, c'est pas trop ma période préférée parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent. Donc j'ai vraiment évité de regarder la télé. Mais je suis tombé sur une émission qui était intéressante. Et, je ne connais pas trop le nom du truc, mais en fait, c'était des jeunes qui étaient face à des politiques sur un mur et ils débattaient. Et les politiques avaient un temps de parole coupé, limité. En vrai, c'était intéressant. J'ai trouvé ça, c'était bon comme initiative à faire, donc c'était cool. Ok, on va pouvoir en discuter aujourd'hui. Il y a le sujet, donc c'est les élections, mais le sujet est un petit peu plus précis. C'est toi qui vas l'introduire juste après, mais je vais continuer de présenter les personnes qui sont avec nous sur ce plateau. On a Pierre. Pierre, est-ce que toi, tu es aussi content que Fortuné de participer à cette émission? Ouais, je suis super content d'être de retour dans ce magnifique plateau. Et les élections, c'est pas mon sujet de prédilection personnellement. Mais le fait d'avoir pu justement préparer cette émission, me renseigner à mort, je trouvais ça hyper intéressant. C'est super, on a déjà deux situations du coup différentes. Même question pour toi, est-ce que dans les jours, dans les semaines qui viennent de passer, tu dis que tu as dû te renseigner pour cette émission, est-ce que tu as regardé des débats à la télévision? Vu que je regarde pratiquement jamais la télévision, en fait, j'ai complètement manqué tout cet aspect. Mais c'est pas pour autant que je me suis pas beaucoup renseigné. J'ai lu énormément, j'ai lu les programmes de quasi tous les partis, par exemple. Ok. Mais voilà, c'est super intéressant. Sacrée tâche d'ailleurs de faire ça, et c'est pas bien, il faut regarder la télévision, dont vous là, de chez vous. Et enfin, nous avons Constance sur ma droite. Constance, toi, tu es prête aussi, c'est la première fois que tu es en plateau, on t'a déjà vu dans la séquence dans la rue, on te reverra d'ailleurs aujourd'hui. Tu es contente? Ça te fait quelque chose ici d'être dans les locaux de Vedia? Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Je suis super contente d'être là et de vous rejoindre, de ne plus être là que pour le micro-trottoir. Et pour répondre à ta question, en fait, moi, je pense que j'ai regardé la même émission que Fortuné. Et je trouvais que c'était vraiment hyper chouette. J'ai pas du tout l'habitude de regarder des émissions de ce genre. Souvent, j'écoute plutôt des podcasts, mais j'ai trouvé ça intéressant de regarder ça pour une fois. Écoute, super, je te souhaite du coup une bonne première émission ici pour Génération Scanner. On va enchaîner avec la toute première rubrique, la rubrique de Fortuné. Alors pour qu'on comprenne un petit peu quel est le thème plus précis, on a compris, c'est les élections. On va parler de politique, logique, puisqu'on va parler des élections. Mais toi, tu vas nous apporter l'angle de cette émission avec ton chiffre, une séquence où donc tu vas nous donner un chiffre. On va devoir deviner ce dont il s'agit. Comme Robin va le dire, on va commencer la séquence, le chiffre. Pour ceux qui étaient là avec nous le mois dernier, ils savent comment ça fonctionne, mais je vais quand même expliquer comment ça fonctionne. C'est très simple, en fait, je vais donner un chiffre et puis je vais essayer de voir ce que vous pensez de ce chiffre. Et à la fin, je vais expliquer ce chiffre, mais aujourd'hui, on va un peu changer les choses, je vais faire un peu de vulgarisation. Parce que voilà, on parle d'un sujet qui est intéressant, qui concerne tout le monde, qui reste un sujet assez technique. Donc on va vulgariser comme ça. Tous les jeunes qui nous regardent pourront en fait avoir les éléments pour pouvoir bien suivre les débats. Donc voilà, on va commencer. Si je vous dis le chiffre 15, ça vous fait penser à quoi? Le chiffre 15.
Qui commence? Qui commence à dire? Ouais. Vas-y. Franchement, 15, c'est très vague. Vu que c'est pas un chiffre trop grand ni trop petit, peut-être en nombre de personnes, allez, je vais dire que c'est peut-être le nombre de ministres élus par chaque communauté, je ne sais pas. Ok. À toi, Constance. Au risque de me tromper, hein, on est là pour ça. Peut-être les circonscriptions électorales, je sais pas. Ok. Moi, 15 pour le nombre de mises, je dirais déjà pas ça parce que je me dis que rien que pour l'énergie, on doit en avoir 15 en Belgique. Moi, je me dis comme c'est un petit chiffre, plus ou moins, je parlerais peut-être en pourcentage. Alors, après, un pourcentage, allez, le pourcentage de personnes qui ne votent pas, je ne sais pas. Dis-nous. Franchement, contrairement aux dernières émissions où le chiffre, ça va être un peu plus compliqué parce que je m'étais vraiment basé sur quelque chose de compliqué. Bah ici, franchement, vos réponses étaient vraiment... On se rapprochait du tout. Vous étiez chaud, quoi. Constance était vraiment chaud. J'étais là, non, j'espère même pas le dire, et elle n'a pas dit. Et donc, en fait, on va parler des circonscriptions électorales, comme tu as dit. Mais en fait, le chiffre ici, 15, c'est le nombre de députés qu'il y aura cette année pour la circonscription électorale de Bruxelles. En fait, pourquoi j'ai parlé de ce chiffre de 15 ? En fait, il faut savoir que pour le calcul du nombre de députés qu'il y a dans chaque circonscription électorale, on fait un calcul un peu savant. Et ce calcul, en fait, il diffère souvent selon la démographie du territoire. Et comme à Bruxelles, il y a de plus en plus de personnes, donc il y a de plus en plus de monde, ben, quand on a fait ce calcul-là, on s'est rendu compte que ce chiffre est passé de 14. Aux dernières élections à Bruxelles, il y avait 14 députés qui pouvaient aller à la Chambre de représentants. Cette année, on est passé à 15. Et c'est pour ça que j'ai parlé du chiffre 15. Et on va en fait poursuivre et à se demander, en fait, c'est quoi une circonscription électorale ? Une circonscription électorale, c'est très simplement en fait, le découpage en morceaux du territoire pour des élections données. Et donc voilà, c'est très simplement ça. Et donc, on divise le territoire pour des élections, mais au final, voilà, savoir que moi, à Liège, peut-être je ne voterai pas la même chose que dans le Hainaut, ça sert à quoi, au final ? En fait, pour en revenir à ça, tu sais répéter ta question ? Mais donc, on divise les élections, voilà, au niveau du territoire, comme tu as dit, mais ça sert à quoi une circonscription électorale ? Ok, en fait, l'intérêt des circonscriptions électorales a deux intérêts. D'un point de vue des électeurs, des personnes qui vont voter, et du point de vue des personnes qui vont se faire élire. Du point de vue des électeurs, c'est pour savoir pour quelle personne on va voter. Si je suis dans une circonscription électorale, par exemple, je suis dans la circonscription électorale de Liège, je ne pourrai voter que pour les personnes qui sont inscrites dans ma circonscription électorale. Et pour la personne qui va se faire élire, en fait, c'est un enjeu stratégique pour savoir là où je suis le plus populaire, je vais m'inscrire là-bas, comme ça je vais avoir de plus en plus de voix. Et ici, ce 9 juin, donc on sait, les personnes qui nous regardent savent peut-être, et j'espère en tout cas, on va devoir voter pour trois côtés, j'ai envie de dire. On va voter pour le Parlement européen, pour les fédérales et pour les régionales. Si moi j'habite à Liège, ça va être à chaque fois la même circonscription ? En fait, le système électoral belge, en fait, fait qu'on a plusieurs circonscriptions électorales. Et en fait, ces circonscriptions, donc ce découpage du territoire, change selon les élections. Donc ici, par exemple, pour le fédéral, on a 11 circonscriptions électorales, on a les 10 provinces plus Bruxelles, donc ça correspond au découpage, on va dire, administratif de la Belgique. Mais pour les élections de la communauté française, donc la fédération Wallonie-Bruxelles, comme les gens disent, mais moi je suis un peu boomer, donc je dis la communauté française. Pour la communauté française, on a un autre découpage. Et on a encore un autre découpage pour les élections européennes. Et là, en fait, on a 3 circonscriptions électorales. Et on ne va pas oublier nos amis européens pour les élections pour la communauté germanophone. Eux, ils ont un découpage qui est hyper simple, c'est juste Eupen. Donc, voilà. donc si j'habite à Liège Centre, si je vais voter pour une personne hénuière ou namuroise, si c'est uniquement pour les européennes. Si c'est pour le fédéral, c'est la province, c'est ça. Ouais. Et si c'est pour les régionales, c'est l'arrondissement, donc c'est Liège. Voilà, Liège, il y a Warem et tout ça. Ouais. Okay. La spécificité, c'est que vraiment pour les élections européennes, en fait, le découpage, il se fait linguistiquement. Okay. Donc on a vraiment, les Flamands ont leur circonscription, les Wallons ont leur circonscription, et puis on a Eupen qui a aussi leur circonscription, et Bruxelles, on regarde quelle langue on veut. Donc, voilà.
Et en Belgique, moi j'ai souvent entendu parler au niveau des élections, on parle de la proportionnelle. Alors c'est un concept qui est quand même assez belge. Tu sais nous expliquer ce que c'est? En fait, la proportionnelle, c'est la base même des élections en Belgique. En fait, il faut savoir que, pour vous expliquer simplement ça, on va partir d'un système majoritaire. Pour un système majoritaire, je vous ai parlé des 15 députés qui vont être élus pour la circonscription électorale de Bruxelles pour les élections fédérales. Si on est dans un système majoritaire, on a plusieurs partis politiques qui vont déposer des listes. La liste qui va obtenir le plus de voix, en fait, cette liste va rafler les 15 députés et va les envoyer à la Chambre des représentants. Alors que dans un système proportionnel, en fait, on va avoir toujours les 15 députés qui vont être élus. On va avoir différentes listes électorales. Et en fait, on va regarder le nombre que chaque liste va obtenir et on va repartir ces 15 députés-là. En fait, l'intérêt du système proportionnel, en fait, c'est pour voir les forces en place dans un territoire, pour les répartir proportionnellement. Et on dit aussi que c'est un intérêt parce que ça permet d'avoir, en fait, de traduire par le chiffre, donc par le nombre de députés qu'on envoie, l'intérêt pour les gens, les idées qui sont véhiculées dans un territoire donné Donc si j'essaie un petit peu de résumer, vulgariser ce que tu viens de dire, sur un groupe de 10 personnes, s'il y en a 3 qui sont d'un parti, logiquement, il y aurait plus ou moins 3 personnes sur 10 à la Chambre des représentants qui seraient représentées selon cette couleur-là. Voilà, c'est ça. Ok. Au lieu de prendre tout le monde. Ok, super. Du coup, tu l'as dit, on va parler des élections. Ça va quand même être le sujet principal de l'émission. Mais comme ici, ça s'appelle la génération scanner, la génération des plus jeunes, au final, une génération qui n'est pas toujours forcément écoutée, mais qui pèse énormément. En fait, cette génération-là, pour la première fois, elle va devoir voter en 2024 et elle va devoir voter pour tout. Ce qui apporte évidemment de la complexité, beaucoup d'enjeux et encore plus grand et une nouveauté qui est quasiment mondiale en fait au final, c'est que pour le Parlement européen, même les 16-17 ans pourront voter. Donc c'est totalement nouveau et c'est pas pourront puisqu'en Belgique c'est un devoir d'aller voter. Donc les 16-17 ans devront aller voter aussi comme tout le monde le 9 juin. Alors je vais faire un petit tour de table avant qu'on passe à la rubrique suivante. Vous, est-ce que vous trouvez que c'est important au final d'aller voter? Est-ce que il faut s'y intéresser, etc. Est-ce que c'est un enjeu majeur dans votre quotidien? Peut-être Pierre, commencez. Franchement, je trouve que c'est hyper important. On a vraiment beaucoup de chance de pouvoir déjà aller voter. Le fait que ce soit un devoir, voilà, on peut faire des débats qui dureraient toute l'émission là-dessus, mais moi j'ai presque hâte d'aller voter. En fait, ça sort aussi un peu du quotidien. Tu l'avais déjà un petit peu dit au début, mais est-ce que tu t'y intéresses? Tu te sens entre guillemets, tu connais un peu les enjeux, les aboutissants de la politique avec tout ça? C'est vraiment très compliqué la politique, je trouve. Mais voilà, les élections, ça permet aussi justement de s'y intéresser. C'est le moment de l'année, de ma vie, on va dire plutôt, où je m'intéresse justement sérieusement à la politique et je commence à vraiment me renseigner un max. Fortuné, tu viens de nous faire une séquence qui est un petit peu plus complexe. Ça montre que tu t'y connais quand même un petit peu. Avec tout ça, tu trouves quand même que tu connais vraiment les enjeux un petit peu de la politique et que tu saurais vraiment voter pour là où les personnes qui vont représenter ton état d'esprit? Avant de répondre à ta question, j'aimerais aussi un peu étayer ce que vient de dire Pierre à côté de moi. En fait, moi, je trouve que déjà, c'est important de voter parce qu'en fait, si des gens se sont battus pour avoir le droit de vote et des personnes qui sont mortes pour ça, en fait, c'est parce que c'est important et je pense qu'on doit un peu à ces personnes-là leur sacrifice. On peut récompenser ça en faisant de vote. Et pour ce qui est des enjeux, voilà, moi, inévitablement, je m'intéresse beaucoup à la politique, donc je vois vraiment les enjeux qui sont importants et je me suis renseigné. Et ça me permet en fait de voter en ayant conscience en fait des choses qui vont résulter de mon vote. Et donc je pense que se renseigner, ça permet aussi de donner la valeur à notre vote. Donc pour toi, il faut absolument aller voter et c'est vraiment mieux de un peu se renseigner pour voter pour la personne qui nous correspond le mieux. Oui, je pense que au-delà des partis politiques et des idées qui sont véhiculées, il y a les personnalités et des fois, on a du mal avec certaines idées ou pas. Et des fois, on est perdu parce qu'il y a les partis politiques, on a du mal avec les grands enjeux. Voir une personnalité qui va expliquer tel ou tel enjeu, ça peut aussi nous aider. Donc, s'informer, c'est nécessaire. Ok. Toi, Constance, tu es du même avis? Pour toi, c'est important d'aller voter? Oui, moi je rejoins Fortuné, je pense que c'est hyper important et d'être informé aussi parce que c'est un moment en fait où tu peux avoir un impact et donc c'est important de pouvoir comprendre réellement les enjeux, bien se renseigner sur les programmes, etc. Maintenant,
c'est aussi important de dire qu'il n'y a pas que le vote, qu'on peut s'engager de différentes manières, mais le vote reste quand même important. Ça, je partage aussi. Et toi, tu te sens assez averti sur les questions politiques ? J'essaye. C'est pas comme Pierre le moment de l'année pour moi, mais je veux dire, j'essaie quand même de me renseigner un max parce que, comme je l'ai dit, en fait, je trouve que c'est important. Parce qu'en fait, c'est notre quotidien aussi qui est en jeu, quoi, parce que ce sont les questions qui sont abordées. Sont en lien avec notre quotidien. Donc je trouve ça quand même important. C'est un peu au final le rôle des partis d'un peu expliquer comment fonctionne le système, etc., expliquer leurs idées au final. Mais il y a ce côté qu'on peut un petit peu en vouloir à la politique parce que c'est un côté un peu show business, comme ça on essaie de convaincre, tout le monde se râle dessus, etc. Ça donne un peu une mauvaise image et donc il y a beaucoup d'informations fausses qui sont relayées, de la désinformation. On va essayer d'un petit peu voir ce qui est vrai ou faux avec la séquence vrai ou faux de Pierre. Ouais, donc ma séquence, ça va être un petit jeu. Pour préparer l'émission, je me suis renseigné à mort et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui ne sont pas du tout évidentes. Donc on va un peu tester votre culture générale autour des élections. Je vais vous donner des phrases qui sont soit de vrai, soit de faux. À vous de me dire à chaque fois ce que vous pensez. Donc la première phrase, c'est... En Belgique, le Sénat est composé en partie de membres élus directement par les citoyens. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou faux, Fortuné ? En Belgique, le Sénat est composé en partie des membres élus directement par les citoyens. On a eu droit à une deuxième fois à la question. Moi, je dirais vrai. Ouais, ok. Oui, Constance ? J'ai un peu honte parce que je pense que j'avais vu ça en droit constitutionnel, mais j'ai oublié. Allez, je vais dire vrai comme Fortune. Ok, de vrai. Il y a eu deux vrais, donc moi je vais dire que c'est faux. Je me dis qu'on élit la Chambre des représentants, mais je ne pense pas qu'il y a de vote pour le Sénat, mais prouve-moi le contraire. Donc voilà, j'aime bien le fait qu'il y ait un peu des avis partagés. En réalité, c'est faux. Et oui. Yes. Bravo Robin. Le Sénat est vraiment composé entièrement de membres qui sont nommés par du coup le Parlement directement, ou alors qui sont cooptés, donc qui sont qui ont été amenés par des membres du Sénat qui sont déjà là, quoi. C'est le cas depuis la réforme de l'État de 2012. En fait, avant ça, il y avait 184 sénateurs. Maintenant, il y en a environ 60. Et vu qu'ils ont beaucoup moins de pouvoir qu'autrefois, c'est un peu devenu une chambre de réflexion. On a plus besoin, on considère qu'on n'a plus besoin de les élire directement. Donc voilà, au final, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, nous, on n'élit pas directement tous les membres de la classe politique, en fait. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? En fait, je savais qu'ils étaient élus indirectement. Et en fait, dans ma tête, je me disais, il peut y avoir un député qui a été élu directement, puis qui devient indirectement. Donc, je suis allé trop loin dans ma réflexion. Mais en fait, c'est important parce qu'en fait, à partir du moment où les Sénats, donc c'est avec si je ne dis pas de bêtises, avec la 6e réforme de l'État, où le Sénat perd énormément de compétences, ça peut être intéressant. Donc, on a décidé de baisser leur nombre, donc c'est bien. Oui, moi, comme tu as dit, ils ont donc perdu quasiment plus d'un tiers en fait, au final de leurs représentants. Donc oui, moi je trouve que c'est pas forcément un problème quand on pense qu'une immense instance au final comme l'Union européenne, en fait nous on va voter pour le Parlement européen, mais on vote pas pour la Commission européenne, on vote pas pour le Conseil de l'UE, etc. Donc au final, oui, ça me paraît logique. Ok. Du coup, on va pouvoir passer à la deuxième phrase. À votre avis, vrai ou faux, seuls les citoyens belges ont le droit de voter aux élections européennes en Belgique. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Qu'est-ce que tu en penses, Constance ? Moi, je dirais faux. Faux, ok. Ouais. Tu penses qu'il y a d'autres personnes qui peuvent voter que les Belges ? Oui, parce que encore une fois, j'oublie tout, mais j'ai été secrétaire d'un bureau de vote et il me semble que c'était pour les européennes qu'il y avait possibilité de voter si tu n'étais pas belge. Mais peut-être que je dis encore n'importe quoi. Mais je pense que du coup, je dirais faux. Moi, je dirais que c'est faux aussi, mais même pas que pour les européennes, je pense que même pour les fédérales, en fait, au final. Mais il y a quand même des conditions à remplir. Je pense que si on est une personne étrangère sur le sol belge et il y a des conditions du genre résider sur le territoire depuis plus de 5 ans, un truc comme ça, en fait, là, on peut voter, mais je ne suis pas sûr que ce soit une obligation, contrairement aux citoyens belges.
Là, pour une fois, j'ai la réponse. Il le sait. Ici, c'est faux, mais je pense que je vais te laisser développer. Et pour ce que tu as dit, en fait, pour le fédéral, c'est plus pour les communales. En fait, Ok. au communal, les étrangers hors UE peuvent voter, mais il faut manifester l'envie, il faut respecter, il faut remplir des conditions. Mais je vous laisse. Ok, ouais, bah, C'est sa bravo. séquence. Ouais, bon. Merci Fortuné. Mais bravo à tous. Hein. C'était peut-être une question trop facile pour vous. Mais, Faut que tu corses un peu. On hein. est rodé maintenant. ouais, c'est ça. Vous êtes bien renseigné, donc oui. En effet, si vous êtes résident belge sans avoir la nationalité belge, mais que vous avez la nationalité d'un État membre de l'Union européenne, vous avez le droit de voter, à condition de vous être inscrit sur le registre des électeurs. Malheureusement, maintenant, c'est un peu trop tard. C'était avant le 31 mars qu'il fallait s'inscrire. Et une fois qu'on est inscrit, par contre, ça devient une obligation. Ok. Mais sinon, voilà, si on n'est pas inscrit, ce n'est pas une obligation. Mais du coup, j'étais étonné parce que ça veut dire que même si on n'est pas citoyen belge, on vote quand même pour des députés belges au final. On vote quand même pour des Belges. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Bah, en soi, moi je trouve que c'est logique à partir du moment où tu habites depuis assez longtemps sur un territoire et que tu participes au final à son économie, à la vie sociale et tout ça. Moi, ça me paraît correct. Ouais, d'ailleurs, au communal aussi, hein, d'ailleurs, on peut faire ça. Mais ça, c'est dans plus longtemps, donc c'est moins important. Ça sera en C'est octobre. ce que tu disais, ça, Fortune. Oui, en fait, pour les élections européennes, en fait, les personnes ayant la citoyenneté européenne, donc qui sont ressortissants d'un pays membre État, peuvent voter pour les Européens parce que c'est normal, ils sont citoyens européens. Et en Belgique, il y a la possibilité qui est laissée à chaque niveau de pouvoir de élargir la masse électorale pour les communales. Et pour la Wallonie, on a élargi ça aux personnes ayant une nationalité extra-européenne. Mais il y a des conditions à remplir, on n'est pas là pour ça. On se fait très rapidement un dernier vrai ou faux, vraiment en bref. Ça va, ça va. Donc, dernière phrase, vrai ou faux, il n'est pas nécessaire de faire partie d'un parti politique pour être candidat. Ton avis, Fortuné? Ou Constance, peut-être? Vas-y, Constance. Je vais quand même dire faux. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même la logique des partis qui est présente. En général, Mais ouais, peut-être que c'est un piège, du coup. Ah, Je vais quand même dire faux. ça va. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ouais, pour moi, c'est faux aussi. Ok. Eh ben non, c'est vrai. On n'est pas obligé de faire partie d'un parti politique. On a mal tourné la phrase. J'allais dire, c'est vrai. Non, je voulais dire qu'on pouvait ne pas être affilié à un parti. Parce que vous avez, parce que vous avez réagi en oui, il y a une logique de parti. Ok, d'accord. On ne sait pas lire. C'est juste pas à lire. Explique-nous tout. Quoi. Donc c'est ça, en gros, il n'y a pas besoin d'être rattaché à un parti politique, il suffit juste de s'inscrire dans une liste électorale. Et une liste électorale n'est pas forcément mise dans un parti. Il y a quand même quelques critères. Hein. Il faut avoir 18 ans. En général, il faut être belge ou au moins résident. Par exemple, pour les européennes, il faut au moins être résident européen. Mais à part ça, oui, voilà, suffit vraiment d'être inscrit sur une liste. Par contre, voilà, pour les listes, il y a aussi des critères. Il faut être au moins 7 en général sur une liste pour qu'elle soit inscrite. Et si la liste ne provient pas d'une liste qui a été élue autrefois, il faut des signatures, il faut récolter des signatures, que ce soit de parlementaires ou de personnes. Et voilà, par exemple, pour les élections européennes, il fallait 5000 signatures pour être inscrit en Wallonie. Ou alors 4 députés qui signent, je crois. 4 ou 5. Et voilà, mais du coup, voilà, imaginez, les partis politiques, finalement, c'est un peu... Moi, j'ai envie de dire, quand est-ce qu'on inscrit Scanner sur les... Ce sont des grandes familles. Écoute, merci beaucoup Pierre pour cette séquence vrai ou faux et toutes tes recherches. Je sais que tu en avais encore plein, mais voilà, on ne pourra pas tout faire aujourd'hui. On va passer à plus ou moins la même chose. Allez, c'est la séquence d'accord ou pas d'accord. Alors ici, c'est moi qui vous pose une question. Donc on l'a dit, on parle des élections, on va bientôt devoir voter, juin 2024, et on va se concentrer sur les jeunes. Ici, il y a une problématique, enfin du moins un phénomène de société, c'est que de plus en plus, les partis utilisent des groupes de jeunes pour aller faire des conférences, des workshops, des activités, etc., pour en fait faire vivre un petit peu leur vision politique à ces jeunes-là. Alors on ne citera évidemment pas de groupe ici, mais vous en pensez quoi comme ça de... Est-ce qu'on peut dire utiliser ou alors de faire participer la jeunesse? Je vais peut-être commencer avec Pierre. Qu'est-ce que tu penses de cette nouveauté comme ça de faire des groupes de partis de jeunesse?
Pour moi, c'est pas je trouve ça pas mal en fait. Étant donné justement que les jeunes commencent à voter de plus en plus tôt, le fait qu'ils puissent s'engager et commencer à se réunir pour partager leurs idées et faire des activités militantes au final, ouais, tant mieux. Plus les gens peuvent être des citoyens conscients et actifs dans leur entourage, mieux c'est pour moi. Pour toi, c'est pas trop tôt? Comme je dis, si jamais on considère que c'est assez tôt pour qu'ils votent, non, au final. Ok, Fortuné, tu portes le même avis que Pierre? Oui, en fait, moi, il y a un dicton qui dit si tu t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Donc je pense que plus on est jeune, plus jeune on est sensibilisé au débat d'idées, plus je pense qu'on crée des citoyens, des futurs citoyens qui sauront voter avec... comment tourner ça? Voter en ayant conscience des conséquences de leur vote. Ok, tu dis donc s'ouvrir à la politique, mais ici, puisque c'est un groupe de jeunes d'un parti politique, est-ce que c'est pas justement s'ouvrir qu'à un type d'idée? Constance, t'en penses quoi de ça? Déjà, je voulais dire que j'étais d'accord avec les deux autres. Ouais. Je crois que les jeunes sont capables de s'informer assez et sont capables aussi de pouvoir décerner le vrai du faux. Et c'est pas parce que tu es dans un parti en particulier que forcément tu vas te fermer au reste et que tu vas pas aussi avoir un certain esprit critique. Donc je pense pas que ce soit problématique. Voilà. Ok, donc on a 3 personnes pour, donc mince, on n'a pas la pluralité des points de vue. Donc je vais devoir m'en charger en tant qu'animateur, de faire l'avocat du diable. Si jamais je vous dis, donc là je suis contre, imaginons, et je vous dis, mais en fait ces jeunes-là, ils sont utilisés par les partis pour en fait qu'on leur donne des opinions politiques et qu'après ce soit juste des électeurs au final. Donc ça, c'est un peu le principe de la propagande. Est-ce que, voilà, Pierre, t'en penses quoi? Si jamais je te dis, les groupuscules de partis comme ça, de jeunes, c'est leur donner des idées politiques et donc faire de la propagande. Ouais, je comprends la crainte qui est liée à ça, mais je me dis que il faut aussi un peu faire confiance aux jeunes, ne pas se dire qu'ils sont hyper influençables, peu importe la situation où ils sont. Et au final, en fait, le danger, c'est plutôt l'isolement. Si jamais justement on donne l'occasion à ces jeunes-là justement d'aller dans les rues, parler, militer et de parler à plein de gens et justement de se confronter à différentes opinions, moi je trouve ça justement hyper sain pour l'opinion générale. Ok, Fortuné, tu as la même chose. Pour toi, c'est quand même sain, même si, voilà, si on le décrit d'une manière assez tranchée comme je l'ai fait, on peut considérer ça comme de la propagande. Tu trouves ça quand même sain? Propagande, je trouve c'est fort, mais je vais dire, on est... je pense que c'est Bourdieu qui disait que l'être humain était un animal social, on est déterminé par notre milieu. Je pense que déjà, par notre milieu, par notre famille, on est sensible à certaines idées politiques. On pourrait dire aussi que ça, c'est de la propagande, mais on ne le dit pas. Donc, je pense qu'être sensibilisé à une idée politique n'est pas un problème. Le problème, pour moi, ça serait de ne pas confronter cette vision du monde aux autres. Mais je pense que dans ce genre de parti, il y a souvent des débats, il y a ce que tu as dit, aller dans les marchés, parler aux gens. Donc, si on te dit toujours 1 + 1 = 2, et puis un jour devant toi, quelqu'un dit en fait non, égale 3, là, tu dois réfléchir à pourquoi égale 2. Et donc, ça permet d'un peu réfléchir à pourquoi on nous dit ça, est-ce que c'est réellement vrai ou pas. Ok, pour ça, il ne faut pas avoir été sûr et certain et être fermé au fait que 1 + 1 = 2. Donc, il faut toujours aussi prendre ce recul-là. Et tu as parlé comme ça de se dire, on va vers ce qui nous intéresse, tout ça. Ça, c'est un peu le principe des algorithmes. Alors, on ne va pas parler des réseaux sociaux ici, même si les partis, on les voit, ils sont de plus en plus sur les réseaux, mais on aura l'occasion d'en parler à la radio aussi chez Scanner. Donc, je vous invite à aller voir ce qu'on fait là-dessus. Mais par contre, on peut se dire, les politiques, ils essayent quand même d'éduquer comme ça les jeunes, des fois même les très jeunes, à des idées. Pour vous, ce travail-là, c'est le travail des politiques ou ça devrait plutôt être le travail de l'école? Constance, t'en penses quoi? Est-ce que c'est des personnes qui sont déjà tranchées dans le milieu politique qui devraient nous expliquer comment ça fonctionne ou c'est plutôt un organisme plutôt scolaire qui devrait le faire? Je pense que d'office, l'école a un rôle à jouer puisque à l'école, on est censés être tous égaux et donc au moins on peut être tous mis sur le même pied d'égalité. Donc il n'y a pas cette idée que les politiques pourraient justement dans un parti aller influencer par rapport à leurs propres idées. Maintenant, je ne suis pas contre les campagnes de communication, etc. Mais c'est vrai que voilà, ça doit être contrôlé et c'est peut-être ça le problème, c'est que ça ne l'est peut-être pas assez.
et qu'il y a peut-être un peu trop de budget qui est mis là-dedans. Ok. Voilà, ça peut être problématique. Fortuné, toi, alors attention, je spoil un petit peu ta vie privée. Tu es en études de droit. Avant que tu entres en études de droit, est-ce que tu trouves qu'il y a eu assez de travail au niveau de l'école pour t'informer sur ce que c'est la politique, le système électoral belge et tout ça? Tu sens que tu étais prêt? Bah, en fait, moi, je vais pas taper sur l'école, pour une fois. D'accord. Si t'es d'accord, t'es d'accord. Non, non, pour moi, j'ai pas l'impression que ça doit être spécifiquement le travail de l'école. Enfin, je sais pas. Je pense qu'on peut créer autre chose. Enfin, Ok. j'ai pas l'impression. Je te donne une baguette magique là maintenant. Mhm. Tu fais quoi pour que ce soit le cas, si c'est pas l'école? Moi, en fait, la sensibilisation à la politique doit se faire via des organismes qui, par exemple, comme on fait de l'éducation sexuelle, on pourrait faire de l'éducation politique, des personnes extérieures qui viendraient faire ça. Je ne pense pas qu'on doit obliger l'école qui a déjà beaucoup à faire à devoir encore faire de l'éducation à la Mais politique. du coup, que ces organismes viennent à l'école, alors, c'est ça? Voilà, oui. C'est juste que tu fais venir des, Ouais, en des fait, personnes on peut garder école comme lieu d'accueil parce que voilà, Ouais. l'école, c'est là où on est, entre guillemets, on apprend l'art de la vie. Mais on peut alors laisser des organismes extérieurs venir apprendre, mais pas demander aux écoles d'être proactives dans ça. Ok. Donc pas de cours de politique pour toi à l'école? Je trouve qu'ils ont déjà assez à faire. C'est juste dans ce sens-là. Ok. Pierre, pas de cours de politique à l'école non plus? Non, pas de quoi, non. Donc, ouais, comme dit Fortuné, entre maths, entre français, déjà, il y a quand même l'explication de la structure politique et de comment marchent les élections. Ça, je me souviens encore des cours. Ah ouais. Et voilà, on leur donne leurs outils sans aucune opinion, sans vraiment aller très loin dans le sujet. Ça, au final, c'est un peu notre devoir de citoyen aussi de le faire, au final. Se renseigner sur les partis politiques, sur leurs programmes et sur pour qui on va voter, c'est un peu un chemin individuel, je pense. Et en général, si jamais d'ailleurs tu te retrouves du coup dans un mouvement de jeunesse politique, c'est quand même en général parce que de base tu adhères à leurs idées avant de t'être fait influencer, quoi. Ok. Donc ouais, l'école n'a pas besoin finalement beaucoup de se mettre là-dedans. Merci pour vos avis. Écoutez, le meilleur moyen, en fait, là, on parle un peu au nom des jeunes, mais on n'est que 4 sur un plateau. Donc, ce qui est intéressant, c'est toujours d'aller dans la rue, d'aller chercher dans la rue les jeunes, voir ce qu'ils en pensent réellement. Ici, on va parler, en fait, du vote obligatoire, qui est en Belgique, qui est une spécificité en Belgique. Le vote des plus de 16 ans pour les européennes. Et ça, c'est Constance qui est allée faire un micro-trottoir dans la rue. Salut tout le monde. Alors avec la team Génération Scanner, on s'est dit que pour la prochaine séquence dans la rue, on allait interroger les jeunes sur des questions concernant les élections. Alors, la première question qu'on veut poser aux jeunes ici au campus du Sartillement, le plus grand site de l'Université de Liège, c'est une question qui se rapporte à une particularité que l'on partage avec 4 autres pays européens. Je vous parle du droit de vote obligatoire. Wow. S'il est obligatoire pour certains électeurs, je pense qu'il doit l'être pour tous. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est une bonne chose parce que quand je me rends compte en fait que dans tous les pays, on n'est pas du tout au même niveau, je pense que c'est une chance. La deuxième question, elle concerne une nouveauté qui est applicable aux prochaines élections du 9 juin. C'est le droit de vote obligatoire lui aussi, mais pour les jeunes dès l'âge de 16 ans, et ce pour les élections européennes uniquement. Je pense qu'on peut peut-être laisser la possibilité à des gens qui sauraient de quoi ils parlent, etc. Mais que ce soit obligatoire, je suis pas trop d'accord. Si les jeunes à 16 ans, ils ont accès au même truc que les adultes, ça peut être bien. Je trouve que 16 ans, c'est encore un peu jeune. À 16 ans, on tombe beaucoup plus facilement dans le populisme et tout ça, sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est plus ou moins une bonne chose, mais après, je pense qu'au fur et à mesure des années, on prend en autocritique. Ceux qui sont intéressés à la politique, je pense, sont ceux qui font partie d'un certain milieu culturel au niveau de leur famille. Donc je pense que c'est une bonne chose, si c'est pour le mettre aux jeunes, qu'il soit obligatoire forcément. C'est vraiment qu'à partir de ce âge-là que tu peux vraiment déjà avoir des tests d'étudiants, savoir un peu c'est comment travailler si je veux faire. Je pense qu'à cet âge-là, on n'a pas forcément la maturité pour voter. Je pense pas que tous les jeunes s'y intéressent. Pourquoi pas impliquer les gens plus tôt si on peut les former, comme elle disait, mais pas s'arrêter juste à un droit de vote, alors essayer d'aller un peu plus loin dans l'engagement. Il y a peut-être un manque de connaissances. Et donc, on va peut-être avoir des votes qui vont être un peu biaisés par ce manque de connaissances. Merci beaucoup aux jeunes d'avoir participé à l'exercice.
Alors en plateau, qu'est-ce qu'on en pense? À la prochaine! Eh bien oui, au final, en plateau, qu'est-ce qu'on en pense? Donc on a parlé du vote obligatoire en Belgique et puis du vote obligatoire aux élections européennes, qui est tout nouveau, ça s'est décidé cette année. Mais avant, on va remettre un petit peu en contexte. Fortuné, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, on va t'appeler Monsieur Droit, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment ça se fait que, au début, il y a eu des histoires que on allait autoriser le vote pour les 16-18 ans, 16-17 ans, mais qu'il n'allait pas être obligatoire, finalement on l'a quand même obligé. Comment ça s'est passé en fait? En fait, il faut savoir qu'en fait, en Belgique, comme je pense qu'on a dit à le dire, le vote est un droit, mais également un devoir. Et donc, toute personne, donc tout électeur qui est en capacité de voter, doit voter. Et quand on a décidé d'élargir la base électorale pour les élections européennes, on s'est dit, bon, les jeunes, déjà qui doivent aller voter, est-ce qu'on doit en plus les obliger à voter? Mais il faut savoir que les institutions en Belgique, plus précisément la Cour constitutionnelle, sont très à cheval sur le droit. Donc quand on a essayé de dire, bon, les jeunes peuvent aller voter, mais c'est pas très grave, la Cour constitutionnelle a fait non. Ils sont électeurs, donc ils doivent également avoir cette obligation de voter. Et donc, on arrive à une situation où en fait, on a des jeunes qu'on oblige à aller voter, mais qui ne sont pas non plus très intéressés par ça. Mais on a trouvé une espèce de subterfuge où le vote sera obligatoire pour les jeunes, mais le ministre de la Justice a dit qu'il n'y aura pas vraiment de sanctions pour les jeunes. Donc c'est un petit moyen en fait, de contourner la loi qui dit c'est obligé que le vote soit obligatoire, c'est obligé que le vote soit obligatoire, c'est une belle phrase, mais voilà, tu n'auras quand même pas de sanctions. C'est ce qu'on appelle un consensus à la belge, quoi. Voilà. C'est ça vraiment. Mais par contre, allez quand même voter parce que voilà, votre voix est importante, donc c'est important. C'est pas pour rien qu'il est obligatoire. Mais justement, vote obligatoire, pour, contre, on a eu un petit peu des avis différents. D'abord, de manière générale, pour vous, est-ce que c'est nos homologues français ne le font pas, le vote n'est pas obligatoire en France. Est-ce que pour vous, c'est important en Belgique de garder un vote obligatoire? Franchement, quand je regarde les raisons qui nous ont poussés à du coup promulguer ce vote obligatoire, j'ai lu qu'au final, on avait peur que si jamais le vote n'est pas obligatoire, la plupart des gens qui ne vont pas voter, c'est justement les gens qui sont défavorisés. Et donc la crainte, c'est que si jamais le vote n'est pas obligatoire, les défavorisés ne sont plus bien représentés, seulement les classes plus hautes. Et ouais, je trouve que c'est quand même touchant comme argument. Et que du coup, le vote obligatoire, moi, je suis quand même pour. Mais pour les jeunes de 16-18 ans, je vois pas trop l'intérêt parce que la plupart ne sont pas du tout dans la vie active, ne savent pas trop à quoi ressemblent les problèmes de société autant que les autres. Mais il y en a qui le sont. Donc le fait qu'ils aient le droit, ça me semble génial, mais le fait que ça soit obligé pour eux, même techniquement, c'est un peu, je trouve ça bizarre. Et puis je pense qu'il y a des personnes de 30 ans qui sont moins informées que des personnes de 16-17 ans. Hein. Mais je pense que, comme tu dis, si jamais on fait une sorte de petit sondage, je crois qu'en général, lorsque on ne subit pas les taxes, on n'a pas la possibilité d'aller au chômage parce qu'on est obligé d'aller à l'école et ça, on est peut-être moins informé, c'est moins concret pour nous. Constance, pour toi aussi, vote obligatoire utile, mais 16-18 compliqué. Oui, c'est ça, je partage ce que Pierre vient de dire et je voulais du coup me recentrer sur les 16-17 ans. Je crois en effet, d'ailleurs, il y a un garçon dans le micro-trottoir qui l'a dit, que tu n'as pas encore vraiment vécu, si tu commences seulement à peine à connaître par exemple les jobs d'étudiants, à découvrir un peu ce que c'est que la vie active. Et donc je pense que rendre ça obligatoire, ça peut être problématique parce que c'est quand même des choix hyper importants qu'on fait là, parce qu'on a des personnes qui vont nous représenter. Donc c'est pas un choix à faire à la légère. Et si tu te sens pas hyper informé, ça peut un peu paraître comme une blague, je trouve. Donc Ouais, c'est vrai. D'autant plus, un 9 juin, on pourrait se dire, il y a les examens qui approchent, donc on va vite aller voter comme ça, on va aller cocher une case et puis c'est bon. C'est absolument pas le réflexe, évidemment, qu'il faut avoir. Fortuné, toi, tu es d'accord aussi avec le truc que Pierre a dit, que si jamais, alors c'est peut-être des études, c'est peut-être un avis, que si jamais le vote n'était plus obligatoire, ça privilégierait les plus aisés, plutôt l'élite? Je pense qu'en fait, là ici, je parle vraiment, je ne me suis pas du tout renseigné, ce n'est que mon ressenti. Mais je pense qu'en fait, une personne, en situation de précarité, a d'autres priorités que savoir l'avenir institutionnel de la Belgique. Et je pense que c'est souvent ça qui fait la différence, en fait. Plus on est aisé, plus on a du temps pour
réfléchir à l'avenir du monde, à l'avenir du pays, donc on s'intéresse aux élections, donc parce qu'on a une vision à long terme. Mais souvent, quand on est en situation de précarité, on a plus une vision à court terme, on est plus court-termiste. Enfin, on n'a pas voulu l'être, hein. C'est la situation matérielle qui fait qu'on n'est plus court-termiste. Ben, ça fait qu'on s'intéresse moins en fait aux élections, parce que les élections, c'est voir loin. C'est souvent ça, c'est souvent ça qui joue. Ok, je vais vous poser 2 petites questions et à chaque fois vous allez devoir lever la main le plus rapidement possible pour voir celui qui va répondre. Ok, donc on va prendre à chaque fois un avis, 2 réflexions. Donc ici tu me parles que les jeunes voient les choses de manière un petit peu plus à court terme, plutôt dans l'instantanéité. C'est normal, c'est le propre même de la jeunesse, au final de l'adolescence aussi, de se dire on vit les choses à fond. Quand on est en colère, on est très en colère. Quand on est triste, on est très triste. Est-ce que ce sentiment très émotionnel, en fait, au final des jeunes, il ne bénéficierait pas plutôt aux extrêmes? Ok, c'est Pierre qui répond. Si les extrêmes existent, c'est pour une raison. Si jamais il y a des réponses émotionnelles aux problèmes dans la société, si jamais ces avis-là existent tout simplement, le fait qu'ils aient une voix, le fait qu'ils soient représentés, c'est une bonne chose. De toute façon, les extrêmes, je ne pense pas qu'ils vont vraiment faire une grande percée à cause de ça. Je ne pense pas qu'ils vont commencer à... Voilà, moi je ne pense pas que c'est un gros problème qu'il y ait la place pour toutes les opinions, tout simplement. Et donc pour toi, c'est démocratique de se faire représenter, puisqu'il y a des personnes qui pensent comme ça, donc c'est démocratique de le faire en sorte que ces personnes soient représentées, même par des partis qui sont des fois qualifiés, alors on va citer aucun nom, mais qui sont parfois qualifiés de antidémocratiques. Alors où est le pour et le contre là-dedans? Est-ce qu'un parti est antidémocratique à partir du moment où il participe à la démocratie activement, au final? Voilà, moi je ne suis pas un juge, je ne sais pas exactement... je n'ai pas de connaissances approfondies des dangers des extrêmes exactement, mais je sais qu'ils existent pour une raison et que, justement, peut-être si jamais les extrêmes commencent à monter, c'est le moment pour les autres partis traditionnels d'agir justement. Ok, super intéressant comme vision des choses. Et deuxième petite question, alors peut-être pas Pierre, mais Constance ou Fortuné, levez la main, attention, ça va partir. Si maintenant, voilà, on est affilié à la France et maintenant on est sous le règlement de la France, le vote n'est plus obligatoire. À qui est-ce que ça bénéficie justement? Aux extrêmes, aux élites? Pour vous, c'est qui? C'est qui gagnerait en fait? Personne ne veut répondre. Ok, Fortuné, dis-nous. Mais en fait, je pense que c'est un exercice assez compliqué de dire à qui ça va bénéficier. Enfin, je pense que ça dépend du contexte socio-économique, du contexte social. Si on est dans un contexte contestateur comme actuellement, c'est sûr que les partis à droite, les partis qui sont aux extrêmes, vont plus facilement bénéficier des voix parce qu'ils vont donner des réponses simples à des problématiques que les gens pensent être simples. Parce que là, on est contestataire, on veut qu'on ait des solutions, ils vont donner des solutions. Mais si on est dans un contexte où il y a moins de contestation, je ne pense pas que ça va bénéficier aux extrêmes parce que les revendications des personnes ne vont pas être les mêmes. Donc je pense qu'il faut être un peu nuancé pour cette question. Ok, je vais quand même te poser une toute petite question, Constance, histoire que quand même un petit mot à dire sur la fin de cette séquence. Pour le vote obligatoire, donc je reviens pour les 16-17 ans uniquement pour les européennes, la décision de la Cour constitutionnelle, ça a été c'est obligatoire mais pas de sanctions. T'en penses quoi toi? C'est utile au final? Est-ce qu'on devrait quand même mettre des sanctions parce que c'est important? T'en penses quoi de cette décision-là? En fait, ça allait peut-être rejoindre ce que je voulais dire par rapport à la réponse de Fortuné, c'est que je ne sais même pas si ça va réellement avoir un impact. En fait, on n'en sait rien. Ici, on part du principe que si on rend ça obligatoire, enfin qu'on ne le rend plus obligatoire, ça va d'office avoir des répercussions, mais vraiment, on n'en sait rien. Donc, je vois que tu as envie de répondre. Je vais juste préciser quelque chose parce que j'ai pas envie que cette émission soit vue par un prof de droit constitutionnel et dise que j'ai pas rectifié une imprécision. En fait, la Cour constitutionnelle a dit que le vote était obligatoire, donc qui implique des sanctions, mais c'est le ministre de la Justice qui a dit qu'il n'y aura pas de sanctions. Ok. Donc
Ok, on scinde bien les deux. Ouais. Au final, voilà, il y a cette décision-là Voilà. qui maintenant est en application. Écoute, Constance, je vais quand même rester avec toi puisqu'on va partir sur notre dernière rubrique, la rubrique où on va voir ce qu'on peut faire. Au final, après, on essaie toujours d'avoir un débat, de parler de choses importantes qui concernent les jeunes et puis après de voir ce qu'on peut faire, soit de s'engager. La dernière fois, on parlait d'écologie, comment on s'engage, comment on s'informe, qu'est-ce qu'on peut faire. Ici, on part pour la séquence sur les élections en pratique. Alors oui, comme on l'a dit, le 9 juin prochain, il y a plus de 800 000 jeunes qui vont voter pour la première fois, donc c'est un enjeu quand même assez important. Et en fait, on voulait permettre aux jeunes qui nous regardent ici d'être informés au maximum pour les élections, pour le jour J, pour pouvoir voter en connaissance de cause, ou pas d'ailleurs, enfin choisir en tout cas de faire quelque chose. Et pour ça, rien de tel qu'une véritable mise en situation pour qu'ils puissent vraiment se représenter ce que c'est que de voter le jour même. Et donc, si les jeunes ici, les primo-votants nous écoutent, eh bien, je vous invite à vous plonger avec moi dans les coulisses du 9 juin prochain. « 15 jours avant les élections, tu reçois une convocation comme celle-ci qui t'est envoyée par le Collège des bourgmestres et des échevins. Alors, elle est hyper importante à prendre, ainsi que ta carte d'identité pour qu'on puisse t'identifier le jour J. Alors cette convocation, elle t'est adressée, donc elle reprend ton nom, ton ou tes prénoms et ton adresse. Elle comporte également le jour du vote, donc le dimanche 9 juin, les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote, généralement de 8h à 14h, ainsi que le lieu où tu vas aller voter, donc la commune où tu es inscrit ou inscrite à la liste des électeurs. Alors bon à savoir, en Belgique, ce sera toujours un dimanche que tu devras aller voter, donc pas de grasse mat pour toi, désolée. Passons maintenant au jour du vote. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'ai dit que tu avais besoin de ta convocation et ta carte d'identité. C'est hyper important parce que ça va permettre de t'identifier le jour du vote et de vérifier si tu es au bon bureau de vote, évidemment. Alors, tu donnes ta convocation et ta carte d'identité à la présidente ou au président du bureau de vote qui vérifiera donc avec ses assesseurs. Hop. Alors là, tu reçois tes bulletins de vote papier parce qu'en région wallonne, si tu vis comme moi, c'est la version papier que tu auras. Alors pour les élections régionales, c'est le bulletin rose. Pour les élections fédérales, c'est le bulletin blanc. Et pour les européennes, c'est le bulletin bleu. Alors si tu as 16-17 ans, tu ne recevras que le bulletin bleu. Alors maintenant, je te propose de venir avec moi pour aller à l'étape cruciale, donc c'est l'étape du vote. Alors évidemment, comme c'est confidentiel, tu ne peux pas me suivre, donc à tout à l'heure. Voilà, nous voilà enfin à l'étape cruciale du vote. Alors, pas de panique, t'as pas besoin d'amener ton crayon ou ton bic puisque tu as un crayon rouge qui te sera fourni directement dans l'isoloir. Alors, tu as 5 possibilités pour voter. La première, c'est le vote en case de tête. Donc, le vote en case de tête, il est juste ici. C'est quand tu décides de voter pour une liste en entier. Tu peux aussi décider de voter en case de tête et également voter pour plusieurs autres personnes de la même liste. Et dans ce cas-là, en fait, ton vote, il sera comptabilisé comme un vote nominatif. Donc ça veut dire que ça ne reprendra que les noms que tu as cochés individuellement. Tu peux aussi décider de voter pour simplement différents noms d'une même liste. Soit tu votes pour des candidats effectifs. Donc des candidats effectifs, ça veut dire que c'est ceux qui seront élus directement s'ils ont suffisamment de voix. Ou alors tu votes pour des candidats effectifs et des suppléants. Ce sont ceux qui seront amenés à siéger si les candidats effectifs démissionnent ou sont dans l'incapacité de pouvoir siéger. Alors comme tu auras bien compris, il n'est pas possible de voter pour des personnes de listes différentes. Là, je viens de te parler des différentes possibilités si tu décides de voter pour un parti déterminé ou pour un ou des candidates. Par contre, tu peux aussi décider de ne pas voter pour quelqu'un en particulier. C'est une manière aussi d'exprimer que voilà, tu ne te reconnais pas dans les partis qui sont envisagés. Dans ce cas-là, tu vas réaliser ce qu'on appelle un vote blanc. Alors, le vote blanc, en pratique, ça se passe exactement comme si tu voulais aller voter pour un parti. Donc, tu rentres, c'est juste que tu vas, au lieu de cocher une case comme je l'ai fait ici, rendre ton bulletin vierge et aller le déposer dans l'urne. Le vote blanc, il n'est pas sans conséquence non plus. Pourquoi ? Parce que le vote blanc va augmenter le poids des bulletins qui ont été valablement remplis. En effet, le nombre de bulletins valables sera inférieur et donc cela va augmenter le score des partis. Alors il n'y a pas que le vote blanc qui influence les scores. Si ici tu te retrouves face à tes listes et que tu fais une rature parce que tu es un peu brouillon ou brouillonne comme moi, ton vote ne sera pas considéré comme valide. Pareil, si tu décides de taper ta plus belle caricature ou de mettre ton 04, dans ce cas-là, ton vote ne sera pas valide non plus. Pas de panique, l'erreur est humaine, donc si tu te trompes, tu peux toujours aller redemander un nouveau bulletin de vote. Bon, maintenant que c'est fait, il ne te reste plus qu'à mettre les bulletins dans l'urne correspondante.
Et quand c'est terminé, le président ou la présidente du bureau de vote va te rendre ta convocation qui sera tamponnée et c'est hyper important que tu la gardes. Bon, je crois que maintenant tu sais tout ce qu'il faut savoir sur les élections et le jour des élections surtout. Et je crois que je vais y aller aussi parce que je pense que les autres m'attendent. Merci Constance pour toutes ces explications, c'était très complet, mais tu as parlé de la région wallonne, est-ce que c'est différent dans d'autres régions? Oui, justement, c'est bien que tu poses la question. En région de Bruxelles-Capitale, c'est le vote par voie électronique qui a été choisi. Alors, au lieu du bulletin papier, tu vas recevoir une carte à puce. Alors, cette carte à puce, tu devras l'insérer dans la machine à voter avant de pouvoir faire ton choix. Et dès que c'est fait, tu valides ton vote via l'écran tactile. Et puis, un bulletin va s'imprimer. Ce bulletin, il suffit de le scanner, puis de le mettre dans l'urne, comme le bulletin papier. Et évidemment, il ne faut pas oublier de rendre la carte à puce avant de partir. Super. Voilà. Merci beaucoup, Constance, pour toutes ces informations. Voilà, maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Vous savez comment il va falloir voter, pourquoi il va falloir voter. Alors, pour qui, ça, c'est votre choix. C'est justement pour ça que vous devez vous renseigner, pour savoir quelles sont les personnes, quels sont les partis qui vous représentent le mieux. Moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Vous pourrez la retrouver sur la plateforme de Ovio, ovio.be, pour nous revoir aussi les précédentes émissions. Ou sinon, on se donne rendez-vous fin août pour la prochaine émission avec peut-être d'autres personnes sur le plateau. Donc, je vous remercie beaucoup, Fortuné, Pierre et Constance, pour cette super émission. D'ici là, vous n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est scan-r.be. Toujours, vous le voyez ici, là, sous le bas de votre écran. On a Facebook, LinkedIn, Instagram. Vous trouverez tout normalement. Sur notre site internet, vous pouvez trouver tout ce qu'on fait partout, en radio, en TV, en écrit, en réel aussi. On fait énormément de choses. À très bientôt. Portez votre voix, elle est très importante.